La guerre est la terrible accoucheuse des nations. La France fut faite à coups d'épée, disait le général de Gaulle. La plupart des historiens ont repris cette opinion à leur compte. Du Moyen-Âge à la Renaissance, de Louis XIV à Clémenceau, s'affirme une volonté, ne jamais baisser la garde. Si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. L'armée, c'est la garde, l'épée, l'instrument de la défense. Des casernes aux champs de bataille, des états-majors aux officiers du rang, des chefs couverts de gloire aux soldats anonymes, l'armée est un creuset. Le drapeau tricolore, comme l'hymne national, procède de son histoire. Nous allons donc vous narrer la fresque, le roman vrai de l'armée française, ses hommes, ses armes, son organisation, ses drames, ses forces, ses lacunes. À la veille de la Révolution, s'annonce pour le pays et pour son armée une époque nouvelle. Sous Louis XVI, la France est la première puissance militaire terrestre en Europe. L'armée royale est crainte, respectée, et même copiée au-delà des frontières. L'armée de l'Ancien Régime est d'abord et avant tout une armée professionnelle. La bourgeoisie est très présente dans ce qu'on appelle à l'époque les armes savantes, c'est-à-dire l'artillerie et le génie, qui sont des armes de techniciens, de mathématiciens. Bon. Mais elle est très peu présente dans les armes dites nobles, c'est-à-dire la cavalerie et l'infanterie, qui sont véritablement des chasses gardées de la noblesse, qui ne veut pas laisser les représentants de cette bourgeoisie qui est en plein essor social à l'époque, occuper des postes de responsabilité dans l'armée. Les bas officiers, comme on dit à l'époque pour désigner les sous-officiers, mais aussi les officiers de fortune qui sortent du peuple, ont leur carrière barrée par la réaction aristocratique qui exige, comme critère de recrutement et de promotion des cadres, à la fois la naissance, il faut 4 degrés de noblesse pour pouvoir être officier et poursuivre la carrière, en même temps le talent et le mérite. Il y a donc à l'intérieur de cette armée une contestation politique. La révolte gronde, la révolution s'annonce et avec elle, l'espoir du changement. 14 juillet 89, mouvement populaire, sédition, révolte populaire, mais dans ces mouvements populaires se glisse aussi l'armée. Hulin, ancien garde française, manie le canon qui va permettre de secouer la forteresse, de prendre la forteresse de la Bastille, mais aussi tout autour. Et à l'intérieur de la foule, vous avez d'autres gardes françaises, d'autres soldats du roi qui ont déserté leur compagnie, leur régiment, pour venir prêter main forte au peuple. Vive la nation! L'armée est partie prenante de la Révolution et au fond c'est une micro-société qui reproduit les déchirements de la société d'Ancien Régime. Dans les casernes, les révoltes éclatent. D'un côté, les soldats issus du tiers-état, de l'autre, les officiers de la noblesse, toujours fidèles au roi. On peut dire que l'armée royale se décompose à la suite de mutineries et de révoltes, aussi bien dans la flotte. D'ailleurs, elles sont beaucoup plus virulentes dans la flotte, à Brest, à Toulon. Et là, beaucoup d'officiers de marine émigrent. Dans l'armée de terre, c'est beaucoup moins marqué l'émigration. Et ça viendra surtout en fait en 1793, quand il y aura des mesures contre la noblesse. La plupart des officiers qui émigrent rejoignent les monarchies européennes qui menacent d'intervenir contre la France révolutionnaire. Pour vaincre, l'armée française fait appel aux volontaires. Cette armée se transforme
de l'armée du roi, de l'armée de professionnels, on vient à une armée nationale, une armée de masse, une armée qui sort du peuple en révolution. Avec les volontaires de 1791, citoyens soldats, tout change. L'armée se métamorphose. Le corps des officiers se renouvelle. Les promotions sont désormais liées au mérite et à la compétence. Et le principe d'ailleurs va être complètement différent dans les armées de la Révolution puisque c'est un principe électif. Les soldats élisent leurs officiers, du moins pour les officiers des grades, les sous-officiers et les officiers d'un grade inférieur. Pour les grades supérieurs, ils sont élus par les officiers, pas par les soldats. L'élan patriotique est la base de l'enrôlement, le ferment de l'enthousiasme. Ils s'engagent pour défendre la Révolution, qui s'incarne dans un territoire, mais je crois qu'il faut bien penser que la patrie à ce moment-là, c'est aussi la Révolution. C'est-à-dire, ce sont des valeurs politiques. Si vous voulez, il y a la notion très forte qu'on est en train de créer un monde nouveau, un homme régénéré, et d'autre part, on a la conscience d'être menacé, et c'est le cas, par toute l'Europe coalisée. Par conséquent, il faut vraiment défendre les armes à la main, cette liberté, cette égalité, cette révolution. Le 20 avril 1792, la guerre est déclarée. Pour affronter les troupes des monarchies coalisées, les volontaires, mal équipés et mal instruits, rejoignent une armée française riche en effectifs et sûre de sa force morale. Ce qui caractérise la Révolution, enfin les bataillons de la Révolution, c'est l'amalgame. Donc c'est cette coexistence au sein de l'armée d'anciennes troupes royales et de troupes de volontaires. Les volontaires sont censés insuffler leur enthousiasme révolutionnaire aux soldats de métier qui, eux, sont censés donner leurs compétences, leur technicité, comme on dirait aujourd'hui. Et en fait, sans l'avoir voulu aussi, cet amalgame qui est politique, militaire aussi, au point de vue technique, au sens technique du terme, devient culturel et géographique. Parce que ces hommes, ils sont obligés de parler le français. Ils viennent de tous les horizons géographiques et sociaux. Et l'armée devient donc un lieu d'intégration nationale et d'éducation. Dans les camps d'entraînement, on apprend les chants, qui après vont resservir bien sûr sur les champs de bataille, sur les chants patriotiques, la Marseillaise, les cris « Vive la nation, vive la République », le Ça ira, la Carmagnole, tout ça qu'on retrouve y compris à l'époque de l'Empire. Plus le citoyen sera motivé, plus l'armée sera efficace. Des hommes qui, en avril 1792, n'ont jamais vu le feu, ne savent pas ce que c'est que la guerre, et qui, à la premier accrochage avec les Autrichiens, se débandent et s'enfuient. Semaines plus tard, ils commencent déjà à moins reculer. Et puis un peu plus tard encore, ils commencent à avoir du métier, de l'expérience. Ils sont aguerris par la vie dure, marcher sous la pluie, dans la neige, dormir dans l'eau, dans la boue, etc. Et puis ils commencent à moins avoir peur quand ils entendent le canon, la mitraille, la fusillade, etc. Et ils vont reculer de moins en moins, jusqu'à pour arriver au 20 septembre 1792 à Valmy, donc quelques mois plus tard. Là, ils reculent plus du tout. Le sursaut patriotique
conduit la France révolutionnaire à sa première victoire. C'est Valmy qui marque un tournant dans l'histoire nationale et européenne. Ce cri de Vive la Nation qui a bien résonné aux oreilles de Goethe. À partir de ce jour et de ce lieu commence une ère nouvelle. Une ère nouvelle, c'est la guerre des peuples contre les rois. Ce ne sont plus des rois qui se battent contre des rois, ce sont des peuples qui se battent contre des tyrans. Le peuple était en armes, certainement, mais les matériels engagés étaient nombreux. Il y avait une centaine de canons engagés à la bataille de Valmy et des canons performants. Les canons français avaient une portée estimée jusqu'à 1800 mètres environ. Le tir à mitraille avec une efficacité réelle, au moins jusqu'à 600 mètres. En face, les Prussiens n'avaient pas cet instrument. Ils ne disposaient pas de cet outil et donc leur tir à boulet n'était pas efficace au-delà de 1000 mètres. Les Français qui pouvaient tirer juste 2 fois plus loin l'ont emporté. La baïonnette joue alors un rôle minime dans les combats. Il s'agit surtout de submerger l'adversaire et de provoquer la panique dans les rangs. C'est un changement complet des techniques de guerre. Désormais, la masse, qui est la première arme de dissuasion, la première force de dissuasion française, avant celle nucléaire que nous connaissons maintenant. Cette masse joue un rôle considérable à l'intérieur des états-majors où il s'agit de l'utiliser le mieux possible. C'est une guerre basée sur la mobilité, sur la fougue, sur le mouvement des troupes, la surprise de l'ennemi, la concentration de force à un moment donné sur un seul point. Eh bien ça, on peut dire que les directives viennent vraiment du plus haut du gouvernement français. Quelqu'un comme Carnot, qui est lui-même un militaire de formation, qui lui aussi fait partie du comité de salut public, et qui est en quelque sorte l'organisateur de toutes ces armées de la France en guerre, va donner cette impulsion pour une stratégie mobile et basée sur l'attaque. Il s'agit de faire effroi à l'adversaire et, naturellement, de le détruire. Les généraux qui ne parviennent pas à détruire l'adversaire après l'avoir vaincu sont condamnés à mort et guillotinés. Et les généraux de la Révolution, ils allaient au combat, ils allaient en première ligne avec leurs hommes. Ils risquaient leur peau et souvent ils étaient blessés, tués. Donc il y avait un côté héroïque de ces jeunes généraux, parmi lesquels les plus célèbres, les plus connus, Marceau, Hoche, Jourdan qui gagnera la bataille de Fleurus, et puis bien entendu Bonaparte, quand même, qui sera général en chef à 27 ans. Malgré l'enthousiasme et l'ardeur, les défaites se succèdent. Sur le territoire national, les insurrections, comme celle de Vendée, menacent d'emporter la Révolution. Devant le manque d'armes, de munitions dont vont souffrir cruellement les soldats, le manque de souliers aussi, il va se mettre en place dans toute la France républicaine un extraordinaire mouvement de mobilisation de tout le peuple. D'ailleurs, c'est ce que décrète le comité de salut public quand il dit que tout homme et toute femme seront quasiment en état de réquisition. Les jeunes hommes iront au combat, les hommes mûrs fabriqueront des armes et feront des convoiements de munitions vers le front, les femmes fabriqueront des vêtements, soigneront les blessés, et les vieillards se feront porter sur les places publiques pour exciter l'ardeur des jeunes enfants qui seront des futurs soldats. Donc vous voyez, il y a une espèce d'idée, un idéal un peu spartiate aussi, un peu antique, d'une cité en armes. Une véritable industrie de guerre se met en place. 7000 canons, 240 000 fusils, autant de sabres et de baïonnettes seront produits pour la seule année 1793. Et dans chaque cave de France, on récolte le salpêtre pour fabriquer la poudre. L'effort de guerre est général. Il se manifeste aussi avec la levée en masse imposée en 1793. Les jeunes gens sont cette fois requis et non plus volontaires pour porter les armes. C'est une première forme de service militaire obligatoire. La conscription deviendra effective sous le Directoire en 1798. Ainsi naîtra l'armée nationale, composée de citoyens soldats, fondée sur les valeurs de liberté,
d'égalité et de fraternité. À cause des circonstances historiques, il y a désormais un lien intrinsèque entre la citoyenneté et le devoir de défense qui devient non plus l'affaire de gens de métier, mais qui devient l'affaire de tous. L'armée de la Révolution, qui avait pour seul but d'assurer la défense de la patrie, se transforme. Petit à petit, elle devient un outil de conquête et d'expansion. 1798, partout à l'intérieur de l'Europe, dans les républiques sœurs, les officiers généraux sont à l'œuvre, ils gouvernent la plupart du temps, ils font et défont les gouvernements, ils s'entraînent au coup d'État qui aura lieu le 18 et le 19 Brumaire. Le 18 Brumaire, c'est un coup d'État parlementaire. Le 19, c'est un coup d'État militaire. Et désormais, Napoléon est le maître, parce qu'il a l'épée. Et la grande armée suivra bientôt Napoléon sur toutes les routes d'Europe, au nom de Vive l'Empereur. Il crée le corps d'armée, soit un ensemble de 20 à 30 000 hommes réunissant plusieurs divisions d'infanterie, d'artillerie et de cavalerie, toutes placées sous l'autorité d'un seul homme, souvent un maréchal. On a une petite armée autonome qui peut très bien se battre toute seule et tenir une journée contre l'armée ennemie, le temps que les autres corps d'armée puissent le rejoindre. Donc on a quelque chose de plus centralisé de manière interne, mais de très autonome, qui peut et qui est capable de se battre tout seul. Dans ce corps d'armée qui était permanent, tout le monde connaissait tout le monde connaissait les chefs. Avec cette confiance, parce qu'ils avaient l'habitude de se battre ensemble, il est certain qu'ils ont beaucoup mieux combattu. Les étrangers qui continuaient au début de l'Empire à se battre avec leur multitude de régiments n'avaient pas compris ça et ils se sont fait battre complètement. Il est certain que Napoléon a révolutionné la science militaire, surtout la pratique militaire. La guerre doit être une guerre éclair. Napoléon fait la guerre avec les pieds de ses soldats. Avec Austerlitz, c'est évident. C'est-à-dire on fait amener une armée depuis le camp de Boulogne jusque dans l'Europe centrale à toute vitesse et on obtient, à la fois par la surprise et par le choc, on obtient un avantage décisif sur les armées coalisées. Parce qu'on a été capable de les amener à l'endroit où on voulait les... Donc c'est cette pensée globale du théâtre d'opération qui est en germe. Déjà avec autour de Carnot, une pensée d'état-major. Jusqu'à présent, on faisait de la tactique et de la grande tactique, le terme stratégie n'existait pas. Là, maintenant, on fait de la stratégie et on commence à entrer en campagne avec déjà une idée de ce qu'on veut faire, où on veut aller, à quoi on veut arriver. Sa grande force, une capacité d'adaptation très grande, une capacité pour réagir sur le terrain très vite et une lucidité pour trier les renseignements. Parce que pour pouvoir arriver à un point donné, il faut savoir ce qu'on a en face pour ne pas tomber dans le vide. D'où un formidable réseau d'espionnage qui existait déjà sous la France des rois, mais qui alors là a atteint véritablement des sommets. Et où notamment les officiers sont mis en Pékin, en civil, et sont envoyés à l'intérieur du territoire adverse pour y prendre note des positions ennemies, des voies de circulation, des voies de communication, des dépôts d'armes, etc. Napoléon veut connaître à la perfection le terrain où il va se battre. Rien n'est laissé au hasard, mais il sait très bien qu'il y a toujours une part de hasard. C'est un joueur. Et bien souvent, son plan est à plusieurs hypothèses. Et il est capable de le changer immédiatement. Et son plan, quel est-il? Quand il se trouve en contact avec l'ennemi, deux possibilités. Il a la supériorité des forces. Alors il s'agit de tourner les ailes de l'ennemi, de les envelopper, de les détruire. A-t-il au contraire faiblesse numérique?
il essaye de diviser le corps adverse en plusieurs fractions, il prend une position centrale, et à partir de cette position centrale, il bat les fractions de l'armée adverse les unes après les autres, c'est Austerlitz. Nous sommes à la fin de la bataille d'Austerlitz et tout le génie du peintre a consisté à montrer précisément l'élan, la fougue, l'enthousiasme encore qui remplit le cœur de ces combattants, apportant à Napoléon les drapeaux enlevés aux Russes. Contraste entre ce mouvement et la sérénité de Napoléon, sérénité du génie de la guerre, du maître des hommes, du maître de l'espace, du maître du temps. Il y a là véritablement une capacité à représenter cette gloire napoléonienne, cette gloire militaire, ce génie militaire, non seulement pour le culte personnel de Napoléon Bonaparte, mais dans un but de propagande. On a besoin de vous pour aller au combat. Jeunes conscrits, ne partez pas dans l'insoumission, ne versez pas dans les rangs des réfractaires, ne levez pas le drapeau du refus, soyez sur le chemin de l'honneur. Et les nouvelles recrues, exaltées par les discours et les comptes rendus lyriques des bulletins de la Grande Armée, entraînées par les vétérans, ces grognards qui allient désormais le culte de Napoléon à celui de la Révolution, se laisseront convaincre. Eux aussi se battront pour l'empereur. Et il a véritablement ce génie de savoir parler avec ses soldats, de mélanger à la fois l'autorité qui convient à un chef et une camaraderie ou un paternalisme à l'égard de ses hommes. Il parcourt le champ de bataille, se fait dire le nom d'un tel et un tel, s'approche du grognard, le désigne par son nom, et l'autre est persuadé qu'on vient de le reconnaître. Il lui rappelle les batailles qu'il a vécues avec lui en Égypte ou en Italie. Et puis il mange la pomme de terre, il graisse la marmite, c'est-à-dire qu'il paye un peu d'alcool, comme le font les bons soldats quand ils se retrouvent à l'intérieur de leur unité. Il sait leur parler. Il sait leur parler dans les proclamations qu'il leur fait, et véritablement, il y a entre lui et ses soldats un lien qui est celui de père à enfant presque, en tout cas un lien très fort, un lien affectif très fort. Mais les soldats auxquels Napoléon accorde le plus d'attention font partie de la garde impériale. Mieux soldée et mieux vêtue, elle constitue une réserve d'élite qui ne combat que dans des situations exceptionnelles. Son effectif croissant dépassera les 50 000 hommes. Le capital de gloire remporté s'inscrit à l'intérieur du drapeau et fait partie du patrimoine qu'on se passe de génération en génération. Et aussi l'inscription « Honneur et patrie », c'est inscrit dans leur drapeau, c'est inscrit aussi dans leur mémoire. Alors précisément, ce système de valeurs, Napoléon veut le transporter dans la société civile et crée la Légion d'honneur, doit permettre aux uns et aux autres de comprendre qu'au-delà d'une recherche tout à fait normale du profit, il y a aussi l'intérêt général qui prime, le service de l'État. Et ça, c'est important pour comprendre l'Empire. On ne comprend pas l'Empire si on ne comprend pas ce désir de Napoléon d'imprégner la société civile de l'éthique militaire, et l'éthique militaire qui se résume par ce mot de honneur. Les ambitions de Napoléon sont aussi maritimes. Il va s'employer à redresser une marine mise à mal, avec notamment la création des préfectures maritimes. Il s'est beaucoup intéressé à la marine. Il ne faut pas oublier que pendant toute l'époque, même après Trafalgar, il est parvenu à maintenir un niveau de construction navale du niveau de celui d'avant la Révolution. Donc en pleine guerre,
il est arrivé à ça, c'est quand même absolument extraordinaire, et il a rénové les infrastructures, les arsenaux. En France, il a grandement avancé le port de Cherbourg, mais aussi Gênes, mais aussi Anvers. C'est-à-dire, lui, peut-être son défaut, entre guillemets, pour un Français, c'est qu'il a pensé aux dimensions de l'Europe. La Grande Armée, c'est un melting pot. On y parle toutes les langues des pays alliés qui fournissent près d'un tiers des effectifs. Pour encadrer ses forces, Napoléon a évidemment besoin d'officiers et de sous-officiers. Il crée des écoles, l'école de Saint-Cyr, l'école de Saint-Germain pour la cavalerie, l'école d'artillerie, Polytechnique qui est militarisée. Polytechnique est une création révolutionnaire, mais lui, il militarise Polytechnique. Son désir est d'avoir véritablement un encadrement fait de bourgeois qui sont bien instruits et qui sortent des écoles militaires. Mais à la fin de l'Empire, les cadres comme les conscrits viennent à manquer. Les pertes dans les rangs se comblent difficilement, malgré le système conscriptionnel perfectionné par Napoléon, et auquel bien peu échappent, même les très jeunes. La conscription, le processus de conscription ne marche pas si mal jusqu'en 1810-1812, même s'il y a des départements difficiles, ce qui explique que Napoléon se croit tout permis dans la demande d'effectifs. Et en 1813, il y a 5 levées, il demande plus d'hommes que pendant 6 ans, les 6 ans précédents. Et c'est là où la légende noire de l'ogre de Corse se développe, et c'est ce qui rend la conscription très impopulaire à la fin du régime. Et dans les rangs de l'armée de Russie, de l'armée d'Espagne, les soldats qui s'enlisent dans les combats qu'ils ne comprennent plus en viennent à maudire celui qu'ils ont adoré. La force morale, elle n'est plus de son côté à la fin de l'Empire. Le phénomène du patriotisme, il est passé de quel côté? Il est passé du côté des Espagnols, il est passé du côté des Allemands. Et d'autre part, la Grande Armée est une armée multinationale, on pourrait dire. Donc ça affaiblit également le patriotisme, avec un grand nombre de régiments qui viennent de territoires occupés. La motivation n'est pas la même. Et puis les généraux, les maréchaux, c'est plus les jeunes loups, très déterminés, etc. Ce sont des messieurs vieillissants et alourdis à la fois par leur décoration et par leur fortune. Lors du retour de la désastreuse campagne de Russie, les Prussiens, les Autrichiens savent se battre comme Napoléon et décident de se battre contre Napoléon jusqu'au bout. Ce n'est pas seulement pour avoir une victoire et récupérer un territoire, ils tiennent à écraser Napoléon pour que Napoléon n'existe plus. Et l'épopée impériale s'achève définitivement en 1815 à Waterloo, où le dernier carré de la vieille garde, commandé par le général Cambronne, refuse de se rendre. His Grace the Duke of Wellington invites you to save your lives. Will you agree to surrender? Merde! Après les 900 000 morts des guerres napoléoniennes qui laissent un pays exsangue, il s'agira d'effacer toutes les traces de la Révolution et de l'Empire et de renouveler l'armée en l'attachant au nouveau régime qui rétablit Louis XVIII. Quand le bon roi Louis XVIII arrive d'exil, il accorde à ses loyaux sujets une charte. Et dans cette charte, il y a un article particulièrement très net, la conscription est abolie. Vive le roi! Et alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une armée comme autrefois, comme l'armée royale, on lui remet le drapeau blanc. On change tous les chefs, bien sûr. Donc on met hors de l'armée tous les combattants de Napoléon, on les met en demi-solde, et on met des nobles qui étaient à l'extérieur pour contrôler l'armée. 20 000 officiers de l'armée de terre sont renvoyés, la marine est épurée. Pour renouer avec la tradition des voyages d'exploration et relancer une stratégie de conquête,
Elle se reconstitue avec des officiers émigrés qui n'ont plus navigué depuis 15 ans. C'est le cas du capitaine de frégate de Chaumareix, qui échouera son navire La Méduse au large de la Mauritanie. Il a abandonné son équipage. L'équipage a fini par se retrouver sur un radeau. Et on dit qu'il y a eu des scènes de cannibalisme. Enfin, ça a été un vrai scandale. Parce que c'était surtout un scandale de commandement. C'est parce qu'il a abandonné ses hommes. Et donc ça a été stigmatisé. Géricault a fait un superbe tableau, qui est un vrai tableau de propagande, mais qui fait que ça a mis un terme à ce scandale de ces officiers rentrés qui n'étaient plus compétents. Et on a réintégré des officiers compétents. Pour pallier le manque d'engagement volontaire, un nouveau système de conscription est mis en place en 1818. Inégalitaire, il repose sur un système de tirage au sort qui permet à certains jeunes d'échapper à un service qui peut durer de 7 à 9 ans. Les jeunes gens des élites qui ont tiré un mauvais numéro disent « mais ça brise notre vie, ça brise nos études, ça brise l'entrée dans une carrière. Par exemple, si on prend un cabinet d'avocats, que faire ?» Donc, ils essaient d'échapper au mauvais numéro et surtout à la longueur du service. Et par conséquent, ils achètent un remplaçant. Il y a des compagnies qui cherchent des remplaçants, qui mettent en rapport les remplaçants et les remplacés. Les hommes politiques qui sont hostiles à la conscription inégalitaire des monarchies censitaires et du Second Empire s'élèvent contre le remplacement. Ils l'appellent « traite des Blancs ». Les militaires ne sont pas non plus très favorables aux remplaçants parce qu'ils estiment que souvent ce sont des mauvais sujets qui s'engagent. Mais la majeure partie de la société française ne refuse pas le remplacement. Avec des conscrits qui très souvent se réengagent, l'armée au XIXe siècle est quasiment professionnelle. Elle sera appelée à opérer à l'étranger. Si vous voulez, on peut dire que cette période est dominée par un fait diplomatique qui est majeur depuis 1815. En fait, c'est que depuis 1815, la France ne peut plus mener d'opérations en Europe. Donc lorsque le gouvernement de Charles X a eu l'idée de faire une opération de prestige, il a pensé à l'Algérie. Le 5 juillet 1830, Alger est prise. L'occupation française est, dans les premières années, restreinte aux zones côtières. Disons, avant 1840, les gens qui vont en Algérie sont souvent des gens assez jeunes qui commencent leur carrière là, et avec l'idée que la guerre en Algérie, c'est pas simplement la guerre militaire, mais il y a aussi tout un aspect culturel et tout un aspect politique. Et c'est dans cet esprit que sont créés les bureaux arabes, organismes de contrôle des populations. C'est une innovation qui élargit les responsabilités des militaires sur le terrain. Parlant arabe, connaissant bien les traditions locales, les officiers maîtrisent les affaires politiques et administratives. C'était eux qui entretenaient les contacts avec les chefs arabes ou kabyles, enfin suivant les cas, qui faisaient des rapports sur leur activité, qui faisaient du renseignement pour essayer de prévoir et d'éviter les révoltes, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire des rapports pour demander que soit arrêtée telle personne. Ils avaient une garde personnelle avec laquelle ils parcouraient le pays, avec laquelle ils se battaient quelquefois. Oui, il y avait aussi un aspect de domination, c'était pas uniquement un aspect de contrôle ou un aspect social. Il y avait aussi l'aspect dominateur qui était peut-être le plus important. À l'origine, le contingent français compte 10 000 hommes. À partir de 1840, ils seront près de 100 000. C'est avec cette force que le général Bugeaud assure la nouvelle mission qui lui est confiée: défaire l'émir Abdelkader et conquérir l'Algérie tout entière. La conquête fera de 300 à 400 000 victimes côté algérien, 150 000 côté français, avec des pertes dues à 80% aux maladies et à la malnutrition.
La razzia, on l'avait pratiquée avant, mais là, l'idée étant qu'il faut conquérir tout le pays, évidemment, on l'amène sur beaucoup plus grande échelle. Quand une troupe arrive dans une région soi-disant insoumise, bon, on casse tout. On casse tout. On sait très bien que dans des pays comme ça, si on enlève la nourriture, enfin disons les réserves à une population, elle va mourir de faim, donc il faut bien qu'elle arrête. Après la reddition d'Abdelkader en 1847, l'Algérie est pacifiée. Mais en 1870, on comptera encore un militaire pour 3 Européens, dans une Algérie qui va rester contrôlée par le ministre de la guerre jusqu'en 1880. Disons qu'on a conforté sans doute un modèle autoritaire de gouvernement ou de commandement qui existait avant la colonisation et que la colonisation a poursuivi. Tandis qu'une partie de l'armée opère en Algérie, celle de métropole est confrontée à une nouvelle mission, le maintien de l'ordre social. L'armée s'organise pour affronter les insurrections urbaines, les révoltes ouvrières, les émeutes et les grèves qui éclatent à Paris comme en province. À l'époque, il n'y a pas de gendarme mobile, il n'y a pas de CRS, c'est vraiment c'est la troupe qui doit régler les problèmes. Le combat se fait dans les rues, ou maison par maison, barricade par barricade. L'armée reconquiert les quartiers insurgés. La troupe arrive et puis elle dégage à coups de canon les barricades, elle prend l'assaut et puis tout ce qui tourne un peu autour, hommes, femmes, autres, de temps en temps, ils y passent. Donc pour ce faire, il faut qu'il n'y ait pas d'état d'âme, mais une discipline totale. C'est-à-dire donc il n'y a pas de possibilité de discuter un ordre. Le maintien de l'ordre, c'est jamais une mission très, j'allais dire, honorable. C'est-à-dire ça ne correspond pas, si vous voulez, avec l'éthique initiale de l'officier qui est là pour défendre le territoire national. Le militaire obéit et en échange, il obtient un statut qui le protège et le met à l'abri des changements de régime. Il ne pourra désormais plus être démis pour ses opinions politiques. La loi de 1834 donne aux officiers de carrière, de métier, un avantage que les fonctionnaires civils n'auront pas avant longtemps. Ils deviennent propriétaires de leur grade. Et cette loi de 1834 a été conservée jusqu'en 1972. En 1972, on ne l'a pas supprimée, on l'a améliorée, on l'a étendue. L'avancement de la carrière est prévu. On peut les éliminer que pour des raisons très précises qui figurent dans le statut. Alors ça crée une armée, fatalement, qui est asservie par le fonctionnariat, et ensuite, à ce moment-là, c'est comme par hasard, c'est le moment où les règlements deviennent les plus drastiques. C'est cette époque, c'est sous Louis-Philippe qu'est sorti le texte, la discipline faisant la force principale des armées, il importe que tout supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance entière et une soumission de tous les instants. Vous voyez, donc vous avez en même temps ça, et puis on met derrière, si vous voulez, le grand mot, c'est l'obéissance, puisque c'est une armée de temps de paix, une armée qui doit impressionner les fauteurs de troubles. Résultat, on en fait une armée de soldats de bois, enfin une armée de défilés, qui va s'astiquer tous les jours, qui est impeccable. Donc, comme disait le maréchal Castellane, bon, l'important c'est l'obéissance. Si un jour on me demande que toute l'armée soit mise en charentaise, je la mettrai en charentaise. Donc là, on est vraiment dans la militarisation. Enfin, ça n'a plus rien de guerrier, c'est simplement un outil qui doit impressionner de maintien de l'ordre par sa façon, par ses défilés, et puis qui, le cas échéant, doit aller dans les rues, et si on tire, on tire. Il n'y a pas d'état d'âme. La Seconde République est également confrontée au maintien de l'ordre. Les insurrections parisiennes de juin 1848, après 3 jours de violents combats, laisseront des milliers de morts côté insurgés, 600 côté soldats, dont 6 généraux. L'armée assure aussi la réussite du coup d'État de 1851 qui porte Napoléon III au pouvoir. Napoléon III, quand il a annoncé dans le discours de Bordeaux en 1852 l'Empire c'est la paix, et bien en fin de compte, il faut bien le dire, l'Empire ça va être la guerre. Napoléon III multiplie les interventions militaires. À la guerre de Crimée succède celle d'Italie. Des opérations sont menées en Syrie, en Chine, en Cochinchine.
et même au-delà de l'Atlantique, avec l'expédition du Mexique. Si l'armée de terre fournit un corps expéditionnaire important, la coopération navale est indispensable pour lui assurer les moyens de transport, de protection, de blocus ou au besoin d'appui-feu. Napoléon III va alors s'employer à développer la marine, à la rendre puissante. Le régime impérial fait basculer la marine traditionnelle dans l'ère moderne des cuirassés. Navires à hélices propulsés à la vapeur et aux coques recouvertes de blindage. C'était une vraie volonté politique, mais aussi un consensus au sein de la marine pour lever le gant vis-à-vis de l'Angleterre. L'introduction de la vapeur sur les bâtiments à voile a été considérée comme une monstruosité par de nombreux officiers de marine. Donc, parce que tout simplement, il faut introduire un autre type de population, c'est-à-dire des hommes qui viennent des ateliers, donc qui ne sont pas vraiment marins, donc les fameux terriens finalement, parce que tout simplement, ils ont des compétences en mécanique. Donc, on va introduire des mécaniciens sur les bâtiments de guerre. Il a fallu complètement revoir complètement tout. C'est-à-dire, il faut un officier a pu commencer sa carrière sur un bâtiment à voile, tirant des obus pleins par les sabords, et finir sur un bâtiment en fer avec une artillerie se chargeant par la culasse. Enfin, c'était une révolution exceptionnelle qui a nécessité que les hommes s'adaptent à cette révolution. Donc peu à peu, on crée des spécialités. On crée les fusiliers marins, on crée les canonniers, on crée même les timoniers, parce que finalement, maintenant, la gestion des signaux, etc., se modifie. La vapeur donne également les moyens de conquête. On a créé des canonnières. Et là, on a un instrument donc à vapeur, petit bâtiment, qui est armé avec des canons et d'armes à tir rapide. Et là, on a l'instrument de la conquête, parce qu'on a l'instrument qui remonte les fleuves. Ce qu'on a appelé la politique de la canonnière, parce qu'effectivement, quand il y avait un problème en Casamance ou autre, on envoyait finalement des canonnières. La conquête par Faidherbe du Sénégal n'aurait pas pu se faire sans les canonnières. Mais c'est exactement la même chose en Cochinchine. Dans l'ensemble, les Français sont assez fiers d'abord de leur armée, qui est toujours considérée comme une des meilleures armées d'Europe, hein, bon, ce qui est vrai d'ailleurs, donc ils en sont assez satisfaits. C'est une armée en effet qu'on voit, parce qu'elle défile dans les rues, elle a encore de beaux uniformes. Les généraux français considéraient que ils avaient les moyens de mener une guerre en Europe. Bon, après tout, ils avaient réussi à battre l'armée russe à Sébastopol, bon, donc c'était un succès. Ils avaient réussi à imposer leur volonté à l'armée autrichienne en 1859, au moment de la bataille de Magenta et Solferino, même si ça avait été très coûteux. En tout cas, l'armée française n'avait pas été défaite, hein. Et donc, ils imaginaient que ça pouvait continuer de la même manière. De la Restauration à 70, allez, disons, on a vécu un peu sur une illusion d'une armée très belle, mais en définitive derrière, la science de la guerre n'était pas là. Parce que l'objectif politique et peut-être aussi des chefs militaires n'était pas de s'intéresser à la question. C'est une armée qui est fabriquée par une administration, il n'y a aucun aspect d'état-major, il n'y a rien du tout, comme par exemple l'armée allemande qui a fabriqué une académie de guerre et tout. En France, c'est du baratin, tout ça. Les généraux français, ils ont de la peine à lire les cartes, ils ont de la peine à concentrer leurs troupes, ils ont de la peine à imaginer des manœuvres d'ensemble, hein, et donc là, ils sont surclassés par les généraux allemands. En 1870, l'armée prussienne est une armée prête à la guerre, entraînée, avec du matériel nouveau, très performant, que les Français avaient déjà, mais à l'état de prototype. Il y a là vraiment une avance considérable de l'armée prussienne qui présente sur le champ de bataille des canons en acier, ce nouveau matériau résistant, facile à mettre en œuvre, économique pratiquement, et puis surtout ce chargement par la culasse, par l'arrière, qui permet une cadence de tir très élevée et qui fera la différence. Les Français, eux, en 1870, ont aligné essentiellement des canons en bronze, avec un chargement par la bouche et donc une cadence de tir réduite. Sans compter que les Français n'ont aligné que 900 canons, alors que les Prussiens en avaient plus de 2000, c'est-à-dire plus du double. Le
problème de l'armée française en 1870, ce qui lui manque surtout, ce sont des effectifs. C'est-à-dire qu'on n'a pas organisé de réserve. Donc on a une armée de première ligne qui est une armée relativement, qui est de bonne qualité, mais on ne peut pas rappeler de suffisamment de troupes pour pouvoir la renforcer en cas de conflit. Donc on est en infériorité numérique vis-à-vis des Prussiens. La mobilisation est complètement loupée et les Prussiens arrivent très, très nettement en force aux frontières sans qu'on soit véritablement en état de bien les recevoir. Et ce qui va faire la défaite des troupes françaises en 1870, en effet, c'est lorsqu'elles vont affronter les troupes allemandes, elles ne seront pas inférieures aux troupes allemandes, et même elles remporteront des succès tactiques, mais ces succès ne seront jamais exploités parce que les généraux français ne savent pas mouvoir de grandes armées sur le terrain. Les généraux ne prendront pas l'initiative, ils vont être prisonniers d'une doctrine suivant laquelle il faut surtout attendre, se mettre sur des positions solides et attendre l'ennemi qu'on pourra ensuite repousser et écraser avec le feu des nouveaux fusils chasse-peau, mais on en reste à peu près là. Malgré des actes de résistance, des charges de cavalerie héroïques et des sacrifices, l'armée impériale s'effondre en un mois. Après la capitulation de Sedan, la guerre se poursuit avec un gouvernement de défense nationale. L'armée est renforcée par 600 000 volontaires, engagés pour défendre la patrie. Mais l'élan patriotique ne suffira pas. L'armistice est signé avec la Prusse. Tous ne vont pas l'accepter. Paris, qui s'est défendu jusqu'au bout, se sent trahi et humilié par les conditions de l'armistice. Une situation révolutionnaire s'y développe, c'est la Commune. Un idéal social qui effraie Thiers et son gouvernement, réfugiés à Versailles. Les généraux font partie de la bourgeoisie et considèrent, comme la majorité, comme la presque totalité de la bourgeoisie française, que la Commune est une révolution sociale qui est extrêmement dangereuse et qu'il faut réprimer. L'idée de Thiers, ça a été de laisser se développer l'insurrection dans Paris, de façon à ensuite pouvoir occuper toute la ville. C'est une classique guerre civile. Le problème, c'est que dans le cadre de cette reprise de Paris, va se développer une répression extraordinairement féroce. Il va y avoir des massacres organisés avec tribunaux militaires expéditifs qui condamnent à mort à tour de bras. Nous sommes devant le mur des fédérés, au cimetière du Père-Lachaise. Là, les 27, 28 mai, on a fusillé par fournée de 150. Après de violents combats qui culminent pendant la semaine sanglante, l'armée de Versailles reprend Paris, quartier par quartier. 20 à 30 000 communards seront fusillés, des dizaines de milliers déportés en Algérie et en Nouvelle-Calédonie. Pour la première fois au XIXe siècle, ça se répétera plus tard, vous avez un massacre, une tuerie, un crime de guerre organisé, perpétré par une armée régulière, régulièrement commandée par un certain nombre d'officiers qui en sont responsables. La Commune sera un événement vite effacé de la mémoire nationale. L'armée n'a plus qu'un objectif, se reconstituer en tirant des enseignements de la défaite. Pendant toute cette époque-là, l'armée est orientée essentiellement vers une réorganisation propre qui lui permette de préparer la revanche. Et la revanche, ça veut dire la récupération d'une frontière naturelle sur le Rhin, c'est la récupération d'Alsace-Lorraine. S'appuyant sur le réveil du sentiment national, la Troisième République va s'employer à rénover l'outil militaire et à réfléchir aux conditions du redressement de la nation. Cette armée-là ne s'imagine pas qu'elle se prépare à la Première Guerre mondiale.